Eh bien bonjour, voyons maintenant les parties inférieures de la tête, en dessous des yeux, que l'on a vu précédemment. Commençons par le nez. On voit une évolution phonétique du phénège en phénède à partir du Moyen Empire, puis en phénète dès la troisième période intermédiaire. La dernière graphie au Nouvel Empire contient un déterminatif dérivé du hiératique, conservé dans l'écriture hiéroglyphique. C'est le FF8A qui remplace le F51. C'est comme le FF4 que l'on a vu dans la vidéo précédente. Toutes ces graphies qui traduisent le nez peuvent également être de même pour les animaux, comme pour les oiseaux en traduisant par le bec. À l'époque gréco-romaine, on peut traduire aussi simplement par la narine. Un point intéressant. Les graphies notées en idéogramme peuvent se traduire par Renet, le visage, que l'on a vu au numéro 25, mais également le numéro suivant, le 54. Chéret, qui traduit la narine. Les graphies du Nouvel Empire que l'on pourrait lire chéri se lisent et se translittèrent chéret. Encore cette évolution phonétique. Du T en I, comme le verbe iri dans sa forme de l'infinitif au néo-égyptien. Il est possible également, comme toujours, de trouver les translittérations chéri dans les dictionnaires, mais pas pour nous. On partira toujours du principe que le terme original doit être écrit ainsi. Et c'est assez fréquent dans les revues et les translittérations que vous trouverez, en poussant l'étude de l'écriture de l'ancienne Égypte. Le duel existe, mais on ne l'a pas mis. Il est noté en fonction des grammaires qui ont été présentées. Autre désignation pour la narine, c'est Messaget, de l'Ancien Empire à la XVIIe dynastie. Néanmoins, à partir de la XIIIe dynastie, on trouve Mesdet et Mesdat. La forme Mesdet reste présente au Nouvel Empire. Pas d'attestation à la basse époque. Et à la période gréco-romaine, le terme n'est connu qu'au duel. Et le D a évolué en T, phonétiquement dans l'écriture, comme on a pu le constater jusqu'à maintenant. Continuons avec la narine à la page suivante. À l'Ancien Empire, un terme pour désigner la narine est imi-renet, littéralement ce qui est dans le visage, avec le mot renet au numéro 25. Et il ne faut pas le confondre avec le numéro 30 qui désigne le front merenet, qui s'écrit de la même manière, mais c'est avec un M performatif. Continuons avec le nez, avec la désignation de la pointe du nez, ou littéralement l'extrémité du nez. Tep en fenet. Ce terme est connu au Nouvel Empire et uniquement attesté avec phénède. Les trous de nez. Bah ouais, on l'a quand même mis, c'est rigolo. Ils se disent Gapti en Cherti. Attesté à la 19e et à la 20e dynastie, le terme n'est employé qu'avec Chéret. Il est en principe au duel, mais au Nouvel Empire, la forme du duel est rarement écrite dans l'écriture. Le terme Gabet signifie une feuille ou un pétale de lotus dans sa première acceptation. Un terme que l'on a déjà vu à maintes reprises est Ra pour la bouche. C'est également la gueule pour les animaux. Le hiéroglyphe D153 est également employé en tant que déterminatif, par exemple ici, dans la dernière graphie du Moyen Empire. Le D153 représente la bouche vue de profil, avec les lèvres bien représentées. C'est un nouveau hiéroglyphe. Ce signe D153 translittère également l'unilitère R suite à la phonétique de la bouche au cours de la troisième période intermédiaire et qui s'est poursuivie jusqu'à la période gréco-romaine. Après la bouche, on va parler des lèvres, à la page suivante. Voyons maintenant pour les lèvres sépètes et ses multiples graphies au singulier comme au pluriel.
et il y a plusieurs remarques. La première, c'est le terme sépet, qui est resté constant de l'Ancien Empire à l'époque gréco-romaine, sans évolution phonétique. Ensuite, la deuxième variante graphique à l'Ancien Empire est déterminée par le N11, le croissant de lune, qui est une simplification sans les temps. À la 6e dynastie, on trouve pour le duel le déterminatif D397, qui représente également les lèvres séparées. C'est une graphie du D24. L'autre déterminatif pour le duel représente le visage de profil D1, mais indiqué par la présence des lèvres pour le différencier. C'est le D72. Il est assez proche du D71, comme pour noter rainette, mais sans la présence des cheveux. Pour celles et ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, vous n'allez rien comprendre, parce que là on parle d'anciens hiéroglyphes qui ont été présentés précédemment. Nous reverrons ces deux graphies dans la formule 338 des textes des pyramides. C'est pas pour tout de suite, hein. La dernière graphie du Moyen Empire au duel indique les lèvres, dont le deuxième hiéroglyphe est simplement retourné. Ce n'est pas un nouveau hiéroglyphe. Au Nouvel Empire, la graphie de la côte F42, ressemblant également au D24, peut être utilisée et l'on retrouve le D153 en déterminatif dans la dernière variante, comme pour la bouche. Pour le duel, la 5e graphie représente également les lèvres avec le hiéroglyphe D25 au Nouvel Empire, mais nous l'avons déjà présenté dans la vidéo numéro 48. À la basse époque et à la période gréco-romaine, on ne trouve le terme qu'attesté au duel. Et nous avons encore une variante graphique avec le N12 qui n'est qu'une variante graphique elle-même du N11. Par contre, le hiéroglyphe en dessous, qui serait le N12 retourné, c'est un nouveau hiéroglyphe. C'est le N62A et c'est une graphie du N12. Il a été différencié car il représente plusieurs valeurs à l'époque gréco-romaine, mais rien à voir avec les lèvres ni avec le N12. Mais ceci est une autre histoire. Et en parlant des lèvres, il existe une attestation que l'on trouve à la 20e dynastie pour traduire la lèvre supérieure. Et de même pour la lèvre inférieure. Continuons maintenant avec le numéro 63, la joue. Le dernier, c'est le numéro 73. Voyons donc maintenant comment se dit la joue. C'est Menjet, attesté dès la 6e dynastie avec le déterminatif Y24. Qui représente une graphie simplifiée pour de nombreux signes que l'on a vus dans d'autres vidéos. Ce n'est pas la pupille D12. Ici, dans ce cas, il représente plus la joue dans sa partie arrondie, comme la pommette, la partie la plus saillante de la joue. Au Moyen Empire, le déterminatif du visage indique la partie de celui-ci. L'évolution phonétique est attestée dès la 15e dynastie en Mendet. Au Nouvel Empire, le déterminatif Y24 est représenté plus petit pour former un meilleur cadran. Un coup c'est plus petit, un coup c'est plus grand. Donc ça pourrait être le N33, comme précédemment pour le D12. Et à la période gréco-romaine, c'est l'évolution phonétique en menti qui n'est attestée qu'au duel. Le déterminatif est une représentation géométrique des joues et c'est le Z25. C'est également un nouveau hiéroglyphe. À l'origine, les hiéroglyphes n'étaient pas encore définis, pour certains. C'est le cas ici pour le Z25, qui au premier abord aura été classé par la suite dans la catégorie D, les parties du corps. Mais ce ne fut pas le cas. Voyons maintenant l'avant-dernière page. Il existe aussi à la 6e dynastie une désignation de la joue dans une expression qui signifie littéralement le côté du visage.
tout simplement. Continuons avec les oreilles. L'oreille humaine et animale se dit en ancien égyptien mesjer. Il n'y a pas de remarque à constater, ni de nouveaux hiéroglyphes. Avec ce terme mesjer, au Nouvel Empire, il est attesté une désignation de l'oreille gauche. Mesjer yabi. Et bien entendu de l'oreille droite. Ce ne sont que des traductions littérales, comme la lèvre supérieure et inférieure. L'oreille typiquement humaine est représentée par le hiéroglyphe D18 que nous connaissons. Et il représente aisément l'oreille sans difficulté. Elle n'est attestée que du Moyen Empire à la Basse Époque. Et passons donc maintenant à la dernière page. Le terme Anrui, qui signifie littéralement les deux vivantes, n'est appliqué qu'aux oreilles humaines et toujours au duel. À noter qu'à la période gréco-romaine, on retrouve l'oreille humaine en déterminatif à la place de l'oreille de bovin. Passons au numéro 70. À la 16e et 17e dynastie, il est attesté le terme guérit. On le traduit par le lobe de l'oreille ou le tragus. Le tragus est la partie supérieure du lobe de l'oreille. Il est utilisé également pour le piercing. Et voyons maintenant les trois derniers lexèmes. Le premier, c'est Ina, qui traduit le menton. Il a évolué dès la première période intermédiaire, au féminin en Inat, puis dérivé en Anan et Ananet. Au Moyen Empire, il redevient Ina et Inat, et il rechange à nouveau dès le Nouvel Empire. Il n'y a pas beaucoup de lexie égyptienne qui changent au fur et à mesure des périodes, avec tantôt le masculin, tantôt le féminin. Le déterminatif à l'Ancien Empire est le D147. Un visage de profil avec la barbe postiche pour désigner le menton auquel elle est accrochée. C'est un nouveau hiéroglyphe. À la Basse Époque et à la période romaine, les graphies sont identiques avec le hiéroglyphe F11 qui représente la tête et le cou du bovin pour déterminer également le menton. Nous avons également le lexème Harar pour désigner le menton à la 18e dynastie, mais il n'est répertorié que dans les textes du livre des morts, LDM pour les intimes. Et en bonus, le menton Méret. À l'époque romaine, il existe donc ce terme Méret pour désigner le menton. En vérité, il n'est répertorié qu'une seule fois dans le papyrus Boulak III et il est daté de l'empereur Néron. On le considère comme un bonus parce que ce terme est un apax. Pour ceux qui se souviennent, je vous invite à regarder la vidéo où l'on parle de l'apax H-A-P-A-X. Mais je ne vous dirai pas laquelle. La vidéo est finie. Sur ce, bonne dégustation. Bah oui, parce qu'en fait, là, je vais bientôt manger. Et portez-vous bien. Ciao!